Le psychiatre a longtemps souhaité être considéré comme l'égal du professionnel de la médecine. Mais si le médecin peut recourir à des examens cliniques pour prouver l'existence ou l'absence d'une maladie, le psychiatre, quant à lui, n'en dispose pas. There is no objective testing in psychiatry. There is no blood test, there is no urine test, there is no biopsy. There's nothing that objectively proves that there's anything physiologically or biochemically wrong that's creating your symptoms. With cancer, you can do a screening and it's there or not. You can look at the cells and you can tell if it's there. Different diseases, you can look at it and you can see it under a microscope, or you can see it in an MRI, or you can see it in a CAT scan. With mental health, you can't see it. You can't be diagnosed in a medical procedure. It's all subjective. Ainsi, la question se pose. Puisqu'il ne peut s'appuyer sur aucun examen clinique permettant de détecter la présence ou l'absence de problème mental, comment le système de diagnostic de la psychiatrie fonctionne-t-il? Et comment son utilisation est-elle devenue si répandue? Depuis bien plus d'un siècle, la psychiatrie cherche à établir son activité sur une base scientifique. Vers la fin du 19e siècle, un psychiatre allemand, Emil Kraepelin, fut le premier à essayer de classer les problèmes mentaux dans la catégorie de maladies médicales. Bien qu'il ait dédié sa vie à essayer de prouver que l'origine de ces problèmes était d'ordre biologique ou héréditaire, il n'y parvint jamais. En fin de compte, il conclut qu'il était presque impossible de distinguer, sur une base scientifique, qui est sain d'esprit et qui ne l'est pas. Malgré les découvertes de Kraepelin, la psychiatrie s'entêta et s'efforça au fil du temps d'établir des classifications. Ceci aboutit à la première édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, publié par l'Association psychiatrique américaine en 1952. Ce petit manuel de 130 pages, intitulé DSM-1, décrivait 112 soi-disant troubles mentaux, établis non pas selon une procédure scientifique standard, mais en envoyant des bulletins de vote par correspondance à 10% des membres de l'Association psychiatrique américaine. Dans la deuxième édition du DSM en 1968, la liste atteignait désormais 145 désordres mentaux. Ces troubles n'étaient pas le résultat d'une démarche scientifique, bien que leur description soit accompagnée de théories portant sur leurs origines. Mais du fait de la grande popularité dont jouissaient certains psychotropes, entre autres le Miltown et le Valium, le corps psychiatrique prit conscience qu'il leur fallait une explication biologique pour justifier leurs ordonnances. Ils la trouvèrent dans un article écrit par le psychiatre Dr Joseph Schildkraut. Bien que Schildkraut n'ait aucun moyen de découvrir la composition chimique normale du cerveau, il formula la théorie selon laquelle il était possible que les problèmes mentaux soient causés par un déséquilibre biochimique des neurotransmetteurs du cerveau. It's a great line, the chemical imbalance. There's no evidence for it. There is no way you can measure or document that such a thing occurs in the first place. There are no lab tests to see what your neurotransmitter levels are or how much you need and how off your balance is. Chemical imbalance sounds good, sounds scientific, but where's, as we know, there isn't any way to measure what the balance is. There is no identifiable chemical imbalance in the human brain other than the chemical imbalance that comes from putting a medication in that brain. And so we've been sold that there's a chemical imbalance, but there's no science to back that up. Bien que Schildkraut n'ait jamais pu prouver sa théorie du déséquilibre chimique, il était trop tard. Le corps psychiatrique l'avait déjà adoptée, car elle représentait une explication médicale plausible des troubles répertoriés dans le DSM. Mais sans le moindre examen clinique confirmant ce déséquilibre chimique, la psychiatrie était toujours freinée par le manque sévère d'homogénéité dans ses diagnostics. De plus, les psychiatres étaient souvent incapables de distinguer un aliéné d'une personne saine d'esprit. Cette incapacité fut mise en lumière en 1972, lors de la fameuse expérience conduite par le docteur Rosenhan. 8 volontaires en bonne santé se présentèrent dans un hôpital psychiatrique, en disant qu'ils entendaient une voix qui leur disait uniquement les mots « vide »,« creux » ou « bruit ». Ils ne présentaient aucun autre symptôme psychiatrique. Résultat, chacun des volontaires, y compris le docteur David Rosenhan, fut immédiatement interné. The moment we were admitted to the hospital,
We abandoned our symptom, and we behaved the way we usually behave. The question was, would anyone detect that we were sane? The answer was, no. No one ever did. On diagnostiqua une schizophrénie chez tous ces volontaires, sauf un. Ils ne furent autorisés à sortir qu'après avoir admis être vraiment mentalement malades et en rémission. Quand le corps psychiatrique découvrit la supercherie, il devint furieux. Un des hôpitaux défiait le docteur Rosenhan d'envoyer d'autres volontaires. Il se disait capable de repérer les pseudo-patients. 3 mois plus tard, ils annoncèrent fièrement que 193 patients s'étaient présentés, qu'ils avaient refusé d'en traiter 41 qui prétendaient être malades et qu'ils en soupçonnaient 42 autres. Le problème, c'est que le docteur Rosenhan n'avait envoyé personne. 70 ans plus tard, la conclusion d'Émile Kraepelin, selon laquelle la psychiatrie était incapable de distinguer qui est sain d'esprit et qui ne l'est pas, avait de nouveau été prouvée. Le docteur Rosenhan conclut son étude en stipulant « Tout procédé de diagnostic qui se prête trop facilement à des erreurs de cette taille ne pourrait être fiable ». L'embarras créé par l'expérience du docteur Rosenhan ne fut pas la seule raison du changement d'approche qu'entreprit la direction de la psychiatrie dans le domaine du diagnostic. Avec l'explosion du marché des psychotropes, la psychiatrie changea radicalement sa façon de promouvoir les troubles mentaux. Et la 3e édition du DSM, dirigée par le psychiatre Dr Robert Spitzer, présentait une approche franchement biologique, centrée sur le cerveau. Contrairement aux éditions précédentes, le DSM-3 en cours de préparation supposait que les problèmes mentaux découlaient d'anomalies du cerveau. Et au lieu de décrire les causes psychologiques de souffrance mentale, le DSM-3 présentait seulement des listes de symptômes. Ces descriptions étaient suffisamment vagues pour être appliquées à quiconque, et ce, à tout moment de sa vie. Sans fondement scientifique, ces nouveaux troubles mentaux et les listes qui les accompagnaient ont fait l'objet de négociations intenses, de compromis, changements et de débats tendus. Le psychiatre David Schaffer, qui était présent lors de la conférence sur le DSM-3, a observé « People would shout out their opinions from all sides of the room, and whoever shouted loudest tended to be heard. My own impression, is coming straight from England, was it was more like a tobacco auction than a sort of conference. Many committees are established to determine what should and shouldn't go into the DSM, the current revision. And a lot of the committee activity is based upon, could be personal bias, political pressure, the trend that may be in vogue then, and other things that are non-medical